émission a été lancée à la télévision. Ça s'est passé sur France 3. C'est produit et animé par Thierry Ardisson. Ça s'appelle L'Hôtel du Temps. Et comment dire que ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Ça consiste en fait à interviewer tout simplement des personnes célèbres qui sont décédées. Et je sais, dit comme ça, c'est très étonnant. Donc on va essayer de comprendre davantage ce qu'il en est et comprendre aussi comment est-ce que c'est fait, pourquoi est-ce que ça fait autant débat. Pour tout vous dire, et vous l'aurez sûrement deviné, c'était au programme ce soir. L'émission en fait de Thierry Ardisson repose sur le deepfake, donc pour reproduire des visages, y compris donc de personnes décédées, et pouvoir les animer et les faire comme ça parler. Ce projet, c'est donc cette émission, pardon, on entend parler depuis plusieurs années quasiment maintenant. Il y a eu des projets en tout genre de ce type-là. Finalement, donc le premier épisode était cette semaine, et ça fait beaucoup réagir. Et donc pour en parler ensemble, heureusement, je suis pas tout seul non plus. Je suis avec Gérald j'ai toujours un problème. Olubovic, désolé. C'est toujours aussi simple. Merci d'être là. Merci. Tu as plusieurs domaines, mais tu es notamment spécialiste de ce sujet-là, du deepfake. On peut te suivre. Ça. D'ailleurs, je le dis dès maintenant sur Twitter. On va afficher ton Twitter pour pouvoir, ces gens veulent te suivre et voir l'évolution de ta veille sur ce sujet que tu fais depuis quelques temps maintenant. Tu es aussi enseignant en parallèle, notamment à Sciences Po, pour expliquer un peu de quoi on parle ici. Déjà, cette émission-là, pour les gens qui ne l'ont pas vu, on va montrer des images tout de suite. En quoi ça consiste? On parle de faire parler les morts. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est ça. Alors, Thierry Ardisson présente cette émission comme un documentaire, un docu-fiction, donc, qui met en scène Dalida, chanteuse des années 70, qui est morte assez jeune, entre guillemets, aux alentours d'une cinquantaine d'années. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire une interview avec cette chanteuse en faisant intervenir des chanteurs contemporains de son époque à elle pour retracer les événements de sa vie passée. Et donc, on va avoir les images qui vont s'afficher dans quelques instants, ce qui est assez impressionnant. Enfin, je sais pas comment tu l'as trouvé, est-ce que tu as trouvé ça réaliste? Comment est-ce que tu as vu en fait, cette première émission de ton côté, alors qu'on découvre les images? Alors évidemment, j'ai suivi l'émission. Le deepfake de Dalida est effectivement extrêmement bien fait. Celui de Thierry Ardisson également. Il y a un passage avec Jean Gabin aussi, qui est un acteur des années 60, 50, par là. En revanche, ce qui a provoqué un peu le débat sur les réseaux, c'était l'apparition de Claude François et puis, je crois, de Thierry Leluron, qui était plutôt de mauvaise qualité. Alors, c'était pas exactement de mauvaise qualité, disons que c'était un autre type de technique qui n'était pas exactement un deepfake, mais qui est une animation d'une photo. Et donc c'est pour ça qu'on avait ce côté un peu plus statique, un peu bizarre, quoi, de l'image. Et globalement réaliste. Est-ce que tu as pu voir les retours des gens au-delà de toi qui connaissais forcément le sujet, le retour de spectateurs? Parce que j'imagine que je sais pas, on parle d'une, je sais pas si moi, mais ma grand-mère regarde cette émission et qu'elle n'est pas forcément au fait de cette technologie et de comment ça fonctionne. Ça peut aussi paraître assez étonnant. Par ailleurs, c'était diffusé quand même sur France 3 où la moyenne d'âge, déjà la télé, la moyenne d'âge n'est pas la plus jeune du monde, mais France 3 non plus, c'est pas la tranche d'âge la plus âgée. Comment est-ce que les réactions que tu as vues, ça ressemblait à quoi? Alors, en général, tout le monde avait bien compris le coup, parce que déjà, dès l'entrée, dès le générique, en fait, il y a un message qui introduit, qui explique un peu la situation, qui présente un peu l'astuce, quoi. Donc, du coup, ça fonctionne. Et globalement, c'était plus une espèce de... Les gens ont apprécié parce que c'était un retour dans leur jeunesse et dans leur mémoire passée. Donc, il n'y a pas eu de souci. Non, vraiment, le vrai sujet, c'était sur la manière de retranscrire un peu le rendu technique. Et puis, bien évidemment, il y avait cette question de faire parler les morts qui a aussi un peu traversé les réseaux et les débats. Et ça, on va en parler du coup dans quelques instants. N'hésitez pas dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez pu voir cette émission. Dites-moi dans le chat ce que vous en avez pensé, ou même en voyant là la bande-annonce qu'on va pouvoir remontrer aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Juste pour bien comprendre en termes de technologie sur le deepfake ici qui est utilisé, comment est-ce que ça fonctionne très concrètement? C'est-à-dire que là, Dalida, ils sont basés sur quoi? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Et en termes d'image et aussi en termes de voix, pour reproduire et avoir l'impression comme ça qu'elle était présente avec Thierry Ardisson. Alors il y a deux compagnies une compagnie privée et un centre de recherche qui s'appelle l'IRCAM, qui a travaillé sur le deepfake de Dalida. La première compagnie s'appelle MacGuff et qui est spécialisée dans les effets spéciaux. Ils ont développé une sorte de technique pour faire une très bonne sélection de toutes les images sources qui permettaient le deepfake. C'est-à-dire que grosso modo, on va scanner toutes les vidéos de Dalida et on va repérer
repérer les photos et les vidéos qui correspondent en fait au tournage, donc à l'angle du visage, etc. Et ça va leur permettre en fait de greffer numériquement plus facilement le visage sur l'actrice. En revanche, la voix, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, la jeune femme qui jouait le rôle de Dalida n'a pas la voix de Dalida. Et donc, il a fallu recréer cette voix-là. Et là, ils se sont adressés à l'IRCAM, qui est un labo qui travaille beaucoup sur les voix synthétiques notamment et qui est situé en plein centre de Paris, là, à Pompidou. Et donc, du coup, ils ont aidé la prod de Thierry Ardisson pour faire changer la voix. Donc, pareil, avec des échantillons, ils ont essayé de rapprocher les deux, l'échantillon de la voix de la jeune femme et de la jeune actrice et puis celle de Dalida. Et au bout d'un moment, on arrive à trouver des correspondances. Ah, quelque chose qui fonctionne bien et qui, au final, assez impressionnant d'un point de vue technique. Là, on entend souvent parler du deepfake de manière négative. On va voir les dangers, les limites de la technologie au-delà de cette émission qui font forcément souvent débat dans l'actualité. Est-ce que, selon toi, on peut avoir des utilisations positives du deepfake? Est-ce que tu vois des utilisations d'un point de vue positif d'une telle technologie? Oui, alors précisément dans la voix, justement, là, c'est vraiment un exemple parfait parce que précisément, il y a des gens qui ont des problèmes de voix, soit, alors, il peut y avoir carrément des absences de voix, cancer de la gorge, etc. Donc, on enlève les cordes vocales, les personnes ne peuvent plus s'exprimer. C'est ce qui est notamment arrivé à Val Kilmer, l'ancien héros de Top Gun. Là, il y a la nouvelle version qui va sortir dans pas très longtemps. Et ben voilà, en fait, un des héros, Ace, je crois qu'il s'appelait, ou Ice, voilà, en fait, il a perdu la voix suite à un cancer, et donc du coup, on lui a permis de retrouver son ancienne voix à travers d'ailleurs un documentaire. Et puis, voilà, il y a aussi des façons de calmer aussi dans la voix, de lisser un peu la voix, les intonations par rapport au stress, notamment dans les appels Zoom. Vous êtes stressé, je sais pas, pour une réunion, certains développent des filtres pour justement calmer un peu la voix et faire en sorte qu'on soit plus souriant. Dans l'utilisation de cette technologie du deepfake, elle est aussi utilisée de temps en temps dans le cinéma. Et Disney+ a carrément recruté l'année dernière un YouTuber qui maîtrise le deepfake pour sa série de Mandalorian. Est-ce que c'est aussi ça, le cinéma de demain? C'est-à-dire un cinéma sans acteurs, avec la possibilité comme ça de créer des visages? C'est une utilisation aussi que tu vois et qui peut être possible? Oui, alors c'est même entre guillemets théoriquement dans les tuyaux, puisqu'il y a un film qui s'appelle, le nom m'échappe, c'est The Fighter Man ou quelque chose comme ça. On va essayer de le retrouver. Mais globalement, c'est un film qui va mettre en scène James Dean, qui est mort depuis belle lurette. Et en fait, apparemment, les producteurs se posaient la question de savoir qui choisir entre Elvis Presley et James Dean. Ils ont choisi James Dean. Fighterman, apparemment. Fighterman, merci. Ouais. Et donc, du coup, en fait, le film va sortir, est en production. Il a commencé en 2019. Et voilà. Alors, la technique est prend pas mal de temps parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail en post-prod. Donc, voilà, on espère voir ce film et voir quelle tête ça peut avoir. Il y a forcément des questions importantes, et là c'est ce qu'on va pouvoir développer ensemble sur les limites, ou en tout cas les risques associés à tout ça. Bon, déjà, dans les risques, il y a le fait que ça puisse ne pas plaire. Là, je vois les commentaires depuis tout à l'heure, il y en a qui trouvent ça sympa, mais vous êtes aussi un certain nombre dans le chat à trouver ça bizarre, notamment d'un point de vue d'éthique. Je vois Greweb qui dit « c'est fascinant techniquement, mais éthiquement discutable ». Niveau technique, c'est assez fou, ça c'est pour les points positifs, mais cette question déjà de l'éthique, à quoi ça peut ressembler, et que dit déjà la loi là-dessus? Est-ce que la loi peut interdire des deepfakes? Eh ben non, justement, quand on est mort, en fait, le droit à l'image disparaît. C'est un droit qu'on ne peut pas transmettre, ni même à ses héritiers. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, Thierry Ardisson a demandé l'autorisation par décence, on va dire, à Orlando, donc, qui est le frère de Dalida, et à toutes les personnes qui étaient impliquées. Mais globalement, il n'était pas obligé de le faire. Et ça, c'est un problème dans la loi française, parce qu'effectivement, on peut très bien se dire que des producteurs un peu moins scrupuleux pourront utiliser quand même l'image d'un défunt, d'un acteur défunt à des buts commerciaux. Alors, à New York, il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée en 2020, et qui justement, protège l'utilisation de l'image des morts connus, on va dire, des célébrités, 40 ans après leur mort, pour toute représentation commerciale à travers des deepfakes. Ouais. Donc voilà, il y a déjà, c'est la seule et unique loi pour l'instant que j'ai vue de ce type-là, et c'est quand même une avancée, notamment pour les acteurs. Et donc ça veut dire que, est-ce qu'il y a réellement une façon de se protéger aussi d'un deepfake? Est-ce qu'il y a une façon de détecter déjà si jamais c'en est un ou non, au-delà du fait que parfois c'est moins bien fait que d'autres, donc on peut le voir? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de protection qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'il y a
on a un truc un peu sans fin où demain, une personnalité politique peut se faire, je vais dire deepfaker, je sais pas si c'est un mot, mais du coup, se faire comme ça, reproduire en train de tenir des propos racistes ou je ne sais quoi, et diffuser sans aucun moyen de le vérifier. Eh ben, Dans le cas, ce serait très réaliste. Ouais, bah, en fait, c'est très compliqué de se protéger vis-à-vis de ça. Pas plus tard qu'au mois de mars, le président Zelensky, le président ukrainien, s'est retrouvé. Il a été deepfaké par normalement, enfin, ce qu'on suppose être des agents russes pour déstabiliser en fait le conflit. Ouais. Donc ça, c'est déjà extrêmement inquiétant. Et puis, par ailleurs, après, oui, c'est compliqué en tant qu'individu non connu, on va dire, de se protéger par rapport à ça. Il n'y a pas de police du deepfake encore. On voit que la question du caractère éthique de la chose fait quand même beaucoup débat. Et c'est vrai qu'au-delà de la question de la loi, parce qu'on comprend bien que la loi aujourd'hui n'a pas vraiment légiféré sur la chose, il y a la question de juste est-ce que moralement c'est bien ou pas, dans le cas précis là, d'une émission comme celle-ci, l'Hôtel du Temps, de faire parler comme ça des morts, quand même il y a eu l'accord des personnes. C'est même fou qu'on n'ait pas. Enfin, au moment, on pourrait imaginer que pendant toute la durée de l'émission, il soit indiqué en fait que ça, c'est parce que pour quelqu'un qui arrive en plein dans l'émission, il peut tomber dessus et il n'y a rien qui lui permet de savoir que c'est pas une archive ou que c'est pas une interview en temps réel. On pourrait imaginer qu'il soit toujours indiqué que c'est un deepfake. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, pas encore, parce que la législation, effectivement, elle n'est pas encore là. Les députés s'en sont pas saisis. Ouais. Il y a eu une tentative, mais ce n'était pas du tout dans ce cadre-là. Ce qui est le plus inquiétant quand même, c'est sur d'autres exemples, notamment aux États-Unis. Il y avait eu, il y a quelques années, un massacre dans un lycée, et des parents d'un élève qui avait été tué, en fait, l'ont fait revivre à travers un deepfake, Joachim Oliver, pour justement inciter les citoyens à voter contre les armes, donc voter l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Et puis on a vu, alors ça fait partie toujours des réalités synthétiques, c'est-à-dire en Corée, une mère de famille qui avait perdu sa fille, retrouver cette fille-là dans un univers de réalité virtuelle. On avait recréé pour elle cette expérience-là, et la vidéo est disponible sur YouTube, on la voit pleurer, etc. Là, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que c'est une aide cathartique pour se remettre d'un deuil, ou est-ce que c'est beaucoup plus controversé? Et dans le cas de l'émission ici, du coup, de Thierry Ardisson, justement, quel est l'intérêt? C'est pas l'idée de faire un deuil ou quoi que ce soit, c'est l'idée quoi? Il y a forcément un effet qui fait parler parce que la technologie est impressionnante, mais est-ce que d'un point de vue éditorial, et dites-moi d'ailleurs dans le chat ce que vous en pensez, est-ce que tu vois d'autres intérêts, Non, je pense qu'effectivement, il y avait la question du biopic qui aurait pu être faite. Je pense que l'opportunité était là. Il y avait la conjonction d'une bonne idée, de la techno, et ça permettait de faire quelque chose intéressant. Je ne suis pas certain qu'éditorialement, ça apporte beaucoup. Surtout que pour bien expliquer aussi, c'est des propos, ils ne sont pas allés inventer des propos tenus par telle ou telle personne, c'est des propos qui avaient déjà été tenus à un moment donné ou un autre, lors d'interviews ou autre, par la personne, ça. Oui, c'est ça, en fait. Et d'ailleurs, on l'entend bien, quand on écoute, les questions de Thierry Ardisson sont assez écrites, les réponses sont également très écrites, parfois pas toujours super naturellement, mais en fait, globalement, on a quand même quelque chose qui se tient, mais qui est de l'ordre du documentaire. Et c'est d'ailleurs un peu la question qu'il avait eu à défendre devant le CNC, qui est l'organisme qui finance un peu ce genre de production, organisme public, parce qu'en fait, le CNC disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne sait pas si c'est un documentaire, un film, une fiction, enfin voilà, c'était un peu... Dans quelle case ranger ce truc-là? C'est un peu un mélange. C'est vrai que ça pourrait être aussi considéré quasiment comme de la fiction, dans le sens où c'est pas une personne qui est réellement interviewée. En même temps, c'est quelqu'un. Il y a quand même un format d'interview, donc c'est particulier à voir sur la forme à quoi ça peut ressembler. Quelqu'un dit c'est intéressant. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce que j'ai dit il y a 5 ans, je ne le pense plus forcément aujourd'hui. C'est aussi une autre question dans l'utilisation. Alors là, on dépasse la question des deepfakes, mais sur le fait de faire parler comme ça des personnes décédées. Qu'en est-il quand on utilise des propos qui, ça se trouve, cette personne-là ne souhaiterait pas les porter aujourd'hui? Encore une fois, là, ça se joue au tribunal, et la loi est assez claire. En fait, tout ce qui est droit à l'image, et en fait, tous les droits à la personne, une fois que la personne est morte, tout s'éteint. Il n'y a plus possibilité pour les héritiers, éventuellement, d'attaquer en diffamation ou quoi que ce soit, puisque le dommage, en fait, ne porte plus sur la personne, puisqu'elle est morte. Donc effectivement, ça peut être un souci, notamment sur les personnes célèbres, parce que sur les personnes inconnues,
on peut, voilà. Ouais. On imagine le bad buzz pour quelqu'un pour des propos qu'il a tenus, mais pas vraiment tenus parce qu'il est décédé, mais c'est son deepfake qui a raconté quelque chose. Ça pourrait être assez bizarre. On voit qu'il y a un vrai enjeu en termes ouais, dans le chat, ça dit surtout avec un contexte qui change. Dans le sens, effectivement, tu as tenu des propos il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 40 ans. Est-ce que c'est encore pertinent de les tenir aujourd'hui? Ouais, Peut-être, ouais. c'est la question de la politique, surtout. En fait, en politique, là, pour le coup, il y a un véritable enjeu. Et il y a d'autant plus un enjeu qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que, globalement, on a tendance à davantage croire, à faire confiance davantage à des visages deepfake que des visages naturels. Alors, ça s'explique pour une raison très simple, c'est que les visages fabriqués à l'aide de deepfake sont relativement symétriques. Et on aime la symétrie. Voilà, on aime tout ce qui est très symétrique. Donc, on fait plus confiance à ce genre de visage. Une question peut-être pour terminer sur la suite de cette technologie. Je trouvais ça intéressant. Tu as dit, en l'espace de 5 ans, entre 2017 et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Ça veut dire que c'est pas plus facile aujourd'hui de faire un deepfake que ça ne l'était il y a 5 ans? Alors, la techno s'est popularisée à travers des applications. C'est un certain type de techno qui est un peu plus simple, mais les vraies évolutions majeures qui permettent vraiment d'améliorer fondamentalement le rendu, la qualité, voire même la rapidité de fabrication, là pour le coup, c'est pas encore disponible. Donc on est encore toujours sur des logiciels qui sont disponibles sur GitHub et qui permettent encore une plateforme qui permet de récupérer du code, notamment pour pouvoir importer ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir été présente.